Et on va du coup enchaîner tout de suite sur la première table ronde. Tous les intervenants sont là, avec le plan national d'autoconsommation PVDNR Plan, dans un contexte européen, avec le programme Repower Union European. On va d'abord prendre le contexte européen. Avec vous, Carole Labbé, vous êtes conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France. C'est vrai qu'avec cette crise énergétique, ce conflit ukrainien, on n'a peut-être jamais autant parlé d'Europe qu'aujourd'hui. Et l'Europe tout entière veut désormais sortir de sa dépendance au gaz russe et aux énergies fossiles. Il y a urgence. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler le plan de relance européen d'accélération des énergies renouvelables ? Carole Labbé. J'espère que... Est-ce que le micro... Ah, très oui, bien. J'ai réussi à le faire fonctionner, c'est génial. Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Effectivement, donc, très rapidement, je me présente. Je suis conseillère économique à la représentation de la Commission européenne donc, à Paris. Mais je suis aussi rattachée au siège à Bruxelles dans la Task Force Recover. Donc, c'est la task force qui a été créée en septembre-octobre 2020 pour gérer le plan de relance européen suite à la pandémie du Covid. Et je suis plus particulièrement le plan de relance en France. C'est difficile de commencer cette table ronde. Effectivement, comme le disait Monsieur Bourg en introduction, on vit effectivement un contexte totalement inédit. Mais avant de revenir sur quelques chiffres au niveau européen, donc on va dézoomer, on va aller sur l'Union européenne, rappeler quand même que l'ambition européenne sur les énergies renouvelables ne date pas de Repower et on est quand même dans un contexte où l'Union européenne a été un ardent promoteur des énergies renouvelables. Les premières directives sur les énergies renouvelables datent de 2008. Surtout en 2008, avec le paquet énergie-climat, on a lancé cette formule un peu magique qui marquait les esprits du 3 x 20, puisqu'en 2008, on s'engageait en 2020 à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 20% et surtout à atteindre au niveau européen 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et la consommation finale. Alors, un petit mot sur la France. Je ne sais pas si tout le monde le sait ici, c'est le seul État membre de l'Union européenne qui n'a pas atteint malheureusement son objectif 2020, puisque la France s'était engagée à atteindre 23% dans son mix énergétique d'énergie renouvelable et elle est à 19% en 2020. Donc voilà, c'est un petit peu le cas. Nous sommes les mauvais élèves de l'Europe, du coup. Sur ce point-là, oui. Sur plein d'autres, pas du tout. Je veux dire, on a un mix décarboné en France, on a un mix nucléaire. Donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la France se situe extrêmement bien. Et dans le contexte actuel de pénurie de gaz et contraintes sur l'électricité, la France s'en sort effectivement moins mal que certains de ses voisins. Ceci explique cela peut-être, du coup. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les énergies renouvelables, c'est effectivement un point que la Commission a aussi soulevé dans le cadre d'un exercice, alors je ne vais pas être trop jargonneuse, mais qu'on appelle le semestre européen. Je suis aussi en charge du semestre européen pour la France. Donc, c'est la coordination des politiques économiques et sociales entre États membres. Et chaque année, la Commission adresse des recommandations à chaque État membre en termes de réforme, en termes d'investissement sur les choses vraiment importantes à faire. Et cette année, en 2022, on a adressé une recommandation à la France sur justement la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. On a aussi pointé le doigt sur les interconnexions, mais le point vraiment important, c'était les énergies renouvelables, puisque la France est en retard. Et donc, on avait aussi auditionné, peut-être certains d'entre vous dans la salle, lors de notre analyse de la France, pour voir un peu où étaient les points de blocage et pourquoi la France était en retard sur ses objectifs. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte totalement inédit qui nous contraint en fait à parler de souveraineté énergétique, mais ça rejoint aussi l'ambition de lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le voyez peut-être sur ce slide, la France, comme je le disais, est moins dépendante aux sources d'énergie russes. Alors ça, c'est les chiffres qui datent d'avant la guerre. Concrètement, sur le gaz, donc l'Union européenne importait un peu plus de 40% de son gaz en provenance de Russie. Et aujourd'hui, grâce au plan qui a été mis en place, donc on a appelé Repower EU, qui est sorti le 8 mars avec un plan très précis et assez détaillé dès le 18 mai, on est aujourd'hui à 9%. Donc c'est aussi la preuve que, en temps de crise, l'Union européenne est capable d'agir vite, de manière coordonnée et solidaire. C'est quand même extrêmement positif et je tiens à le saluer.
Donc comment on a réussi un peu cet exploit? Donc je peux un peu détailler après Repower sans forcément rentrer dans les détails, mais en gros on a mis l'accent sur 3 éléments. Donc la diversification des sources d'approvisionnement, ça tout le monde en a entendu parler, mais avec la montée vraiment très très forte des importations de GNL, à la fois des États-Unis mais aussi de Norvège, et puis certains pipelines aussi qu'on a réactivés. On a aussi mis en place des plateformes d'achat commun de gaz qui ont permis de faire un peu baisser les prix, parce qu'au-delà du problème de pénurie, c'est lié, mais on a vu une explosion des prix de l'énergie, le gaz, donc plus 150% entre juillet de l'année dernière et juillet cette année. Et puis, ça, vous le savez évidemment mieux que moi, des prix de l'électricité sur les marchés de gros qui ont complètement explosé. Donc, on va peut-être passer au slide suivant. Ah oui. Je maîtrise tout. Voilà. C'est parfait. C'est vous. Voilà, donc quelle a été la réponse de l'Union européenne à ce contexte post-24 février? Donc je le disais, ça a été une réponse extrêmement rapide, et ce plan REPowerEU qui a été détaillé le 18 mai dernier s'appuie vraiment sur 3 grands piliers. Donc la diversification des approvisionnements en énergie, la sobriété énergétique, comme on l'appelle en France, mais enfin dans d'autres pays on appelle ça tout simplement l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation d'énergie dans tous les secteurs. En fait, le principe d'efficacité énergétique a toujours été au cœur de la politique de la DG Énergie. On dit toujours c'est le Energy Efficiency Principle, First Principle. C'est vraiment l'aiguillon de la politique de la Commission en matière énergétique. Et évidemment, ce qui vous intéresse le plus, une accélération massive vers l'énergie propre, et donc le rôle majeur qu'on accorde aux énergies renouvelables. Donc ce plan REPower a vraiment eu un effet d'accélération majeure du paquet qu'on avait déjà mis sur la table il y a finalement peu de temps, qu'on a appelé le Fit for 55. Je pense que personne n'ignore ce que c'est ici dans cette salle, mais le pacte vert, ça a été vraiment la stratégie européenne que von der Leyen, notre présidente, a mis au cœur de toutes les politiques de l'Union européenne. C'est une politique totalement transversale qui touche tous les secteurs, et elle a présenté le pacte vert dès le mois de décembre 2019, et le paquet Fit for 55, qui est en fait et la résultante de l'ambition du pacte vert, a été présentée le 14 juillet 2021, et c'est un énorme paquet législatif qui contient 11 propositions qui sont toutes interliées, dans lesquelles la Commission fait des propositions en termes de tarification, en termes de réglementation, de normes et en termes d'ambition. Donc le Fit for 55, c'est vraiment le paquet qui essaye de nous mettre sur la voie de la neutralité carbone en 2050, avec une rehausse de l'ambition à la fois en termes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique pour 2030. Et avec REPower, on voit à nouveau une accélération. Donc pour parler que des énergies renouvelables, avec le Fit for 55, notre ambition pour 2030 était d'atteindre 40% du mix énergétique sur les énergies renouvelables. Et avec REPower, on passe à 45%. Donc la marche est haute, d'autant plus haute dans les États membres où on est déjà un petit peu en retard. Donc la France devra... Pointez la France, effectivement. Voilà, donc la France va vraiment devoir redoubler d'efforts dans ce contexte. Je ne sais pas si j'ai pas mis les chiffres de la France, mais donc ça c'est diversification. Voilà. Et sur l'accélération vers une énergie propre, je voulais vous parler peut-être très rapidement maintenant des 2 initiatives qui vous concernent le plus. Donc c'est la stratégie solaire qu'on a mis sur la table en mai. Donc l'objectif, c'est de multiplier par 2 les installations de solaire photovoltaïque d'ici 2030, donc de passer en fait à 600 gigawatts au niveau européen en 2030 et 300 en 2028, et une initiative sur les toits parce qu'en fait, il y a vraiment, on se rend compte au niveau européen qu'il y a un potentiel gigantesque inexploité sur le solaire photovoltaïque. Et comme on a tendance à un peu tout compter en équivalent mètre cube de gaz, on a calculé que pour voir un peu quelle était la réduction qu'on pouvait faire sur les importations de gaz, j'ai pas les chiffres là tout de suite, mais si on arrivait cette année à produire 15 TWh
d'électricité solaire photovoltaïque, on économiserait 2,5 milliards de mètres cubes de gaz. Et en 2027, si on continue la tendance, ce serait 9 milliards de mètres cubes de gaz. Donc c'est quand même des économies pas du tout négligeables, sachant que là, grâce au plan déjà, on a beaucoup baissé notre consommation de gaz en provenance de Russie. Avant-guerre, on importait 155 milliards. Aujourd'hui, on n'en importe plus que 15. Donc voilà, entre la réduction de la demande, la diversification de l'approvisionnement, on a quand même réussi à faire des progrès assez gigantesques. Donc on doit encore continuer, puisque l'objectif de REPowerEU, c'est de se débarrasser des énergies fossiles russes bien avant 2030, on espère en 2027. On y sera peut-être contraint par les interruptions d'approvisionnement. Donc voilà, les deux on voit grands très points. bien, à travers ce que vous dites, que le kilowattheure solaire qui est produit en France, en Europe, c'est un kilowattheure non importé de gaz de Russie, finalement. On le voit Oui, très, c'est très exactement clairement, ça. là. Oui, en fait, dans toutes les communications, les réglementations de la Commission européenne, maintenant, on compte tout en équivalent mètre cube de gaz russe, parce qu'on essaye de voir ici ou là comment économiser ces importations. Donc voilà, après, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans les détails, mais je vais peut-être m'arrêter là. J'ai juste aussi une question. Oui. On parle beaucoup de la France, du retard de la France. Vous avez été surprise, on en a parlé lorsqu'on a préparé l'interview ensemble, que sur les 40 milliards du plan de relance français, rien sur les énergies renouvelables. Ça vous a un peu surpris, ça? Oui. Alors, le plan de relance européen, pour remettre un peu dans le contexte, donc c'est à peu près 800 milliards d'euros. La grande nouveauté, c'est que c'est un emprunt commun entre États membres, donc on a quand même fait sauter un verrou et un tabou absolument énorme au niveau européen. Et donc cet emprunt commun, effectivement, a servi, parce que c'est vraiment en cours, à financer les plans de relance des différents États membres post-pandémie. Déjà, comme je le disais, le pacte vert, donc c'est vraiment l'aiguillon de toute stratégie européenne, donc aussi de nos stratégies de croissance et donc de sortie de crise. Donc on a imposé, entre guillemets, aux États membres, enfin oui, si on l'a imposé, que 37% de ces plans qui contiennent à la fois des investissements et des réformes, c'est très important parce qu'il faut réformer le cadre pour que les investissements fonctionnent dans pas mal de domaines, y compris les énergies renouvelables. 37% des fonds doivent être alloués à la transition énergétique et climatique. La France a été un très bon élève puisqu'elle a dédié 46% de ces fameux 40 milliards que l'Union européenne a donnés à la France pour répondre à cet objectif. Donc on peut considérer comme ça que c'est un bon élève. Par contre, quand on gratte, effectivement, dans le détail des investissements, on voit beaucoup d'investissements en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça, c'est excellent puisque ça répond à l'objectif d'efficacité énergétique. Cette rénovation énergétique des bâtiments, c'est essentiellement aussi vers les ménages les plus précaires. Donc, les investissements qui ont été présentés satisfont amplement et largement la Commission. Mais il y a un grand absent. Effectivement, on a été très étonnés de voir qu'il n'y a aucun investissement dans le domaine des énergies renouvelables, si ce n'est dans l'hydrogène. Alors décarboné, pas forcément vert, mais qui correspond quand même à la taxonomie européenne. Mais donc oui, on a été assez surpris. Donc là, l'occasion qui se présente devant nous, c'est qu'avec ce plan REPowerEU, qui va aussi... Enfin, on est en train de négocier avec les États membres pour voir quel financement on peut obtenir pour le financer. Enfin, en gros, il y aurait 225 milliards de prêts de la part de la Commission aux États membres pour financer REPowerEU et 72 milliards en cours de négociation de dons pour les États membres pour rajouter à ce plan de relance existant un chapitre REPower, donc qui répondrait aux 3 grands piliers que j'ai présentés: diversification des approvisionnements, notamment en France, on pourrait y mettre le terminal méthanier flottant du Havre, les énergies renouvelables. Donc on attend aussi la France sur ce point-là. On rencontre les autorités françaises assez régulièrement pour négocier, discuter de la mise en œuvre du plan actuel et bientôt aussi du chapitre REPower qu'on espère voir advenir. Alors sur ces 72 milliards de dons, on ne sait pas exactement encore combien la France pourra obtenir puisqu'il y a une clé de répartition entre États membres. Bon, donc je ne peux pas du tout annoncer un chiffre. Mais ce serait très très important, oui, pour la Commission qu'il y ait un chapitre dédié aux énergies renouvelables, puisqu'en plus, je crois que la France, comme le disait M. Bourg, travaille quand même assez fort pour renforcer
mix énergétique en matière de renouvelables suite au retard accumulé ces dernières années. D'accord. On a une question de Daniel Munier de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit concernant Repower, est-on confiant sur la transposabilité en France de la décision très volontariste sur la rénovation des bâtiments de plus de 250 mètres carrés? Alors c'est une question très précise. Oui, effectivement, dans l'initiative Rooftop, initiative de la Commission qui fait partie de REPowerEU, il y a des objectifs de date en termes de... Alors, il parle de rénovation. Moi, je pensais qu'il parlait de... Il parle de rénovation. Ouais, d'accord. Oui, enfin la je sais pas. Je suis pas du tout dans les négociations du côté de la DG Énergie. Mais je pense que oui, de toute façon, si la France ne transpose pas les directives, les règlements européens, il y aura une infraction. Donc, il y aura un problème, forcément. Donc la volonté, elle sera là. Mais là, sur la rénovation énergétique, dans le plan de relance français, il y a 5,8 milliards dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments. Et ils ont commencé par les bâtiments publics, mais on continue sur les bâtiments non publics et les logements privés où là, vraiment, le bas blesse. Merci beaucoup, Carole Labbé, pour cet éclaircissement sur la politique européenne et sur le contexte européen surtout. On revient en France avec vous. Laetitia Brottier, vous êtes vice-présidente d'Enerplan. Vous allez nous présenter le plan autoconsommation d'Enerplan qui compte une quarantaine de mesures dans le contexte actuel de baisse du pouvoir d'achat des ménages et d'augmentation de la précarité, c'est important. Les mesures phares de ce plan, allez-y, on vous écoute. Ok, alors je voulais juste rappeler vraiment l'importance d'accélérer sur l'autoconsommation. Aujourd'hui, en France, l'année dernière, 2021, on a fait 0,25 gigawatts en autoconsommation. C'est pas rien. Si on le met en mégawatts, ça fait 250. Bon, ça fait plus gros. Mais cette année, on va peut-être atteindre 0,4 gigawatts. Donc, on a une accélération de l'autoconsommation, mais tranquille, quoi. On a déjà un tendanciel qui, tout seul, commence à s'améliorer. Par contre, si on veut vraiment accélérer sur l'autoconsommation, on a vraiment un pas à passer et énormément de freins à lever parce qu'on comparera avec l'Espagne, on part quand même avec une situation beaucoup plus bloquée que certains de nos voisins. Alors, pourquoi l'autoconsommation ? On vient de rappeler le contexte inédit des prix de l'énergie, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quand même un contexte qui est là pour durer, malheureusement, et qui finalement change nos quotidiens. Quand on était limite au niveau de ses budgets, on peut être quelqu'un qui devient précaire, et ça, c'est très difficile à vivre. On entend aussi que les collectivités n'arrivent plus à fonctionner avec leur budget de fonctionnement. Il y en a qui commencent à arrêter des piscines municipales, alors que c'est quand même un besoin pour certains de leurs administrés. Et on entend aussi sur les entreprises que certains vont arrêter et passer en chômage partiel parce qu'ils ne peuvent pas produire avec ce prix-là de l'énergie. Les produits deviendraient invendables. Donc ça, on a une solution qui, avec l'autoconsommation. L'autoconsommation est une vraie source de stabilité pour directement les consommateurs. On sait, l'autoconsommation, c'est simple. Vous mettez le ticket tout de suite et vous savez exactement à quel prix vous allez avoir votre énergie pendant 20 ans. Et donc, c'est un vrai amortisseur de l'inflation. On ne va pas prendre en plein les augmentations de l'énergie si on se dote de solaire. Donc, je voulais vraiment rappeler ça. Parmi les atouts de l'autoconsommation, c'est celui que je voulais souligner maintenant. Et il y en a d'autres, bien sûr, notamment le fait qu'il y a un lien très fort avec la flexibilité et le stockage en parlant d'autoconsommation. Ce qui est un moment où il faut effacer des consommations est évidemment bienvenu. Alors, le plan d'urgence vise à atteindre 1,5 gigawatts par an d'autoconsommation, 1500 si on parle en mégawatts, le plus tôt possible. Alors, on avait mis 2025 dans le plan d'urgence. On pense qu'on peut l'atteindre beaucoup plus tôt si on lève les freins. Et on a pour preuve nos voisins. Les Espagnols ont lancé, ils ont commencé les débats en 2020, mais ils ont lancé fin 2021 finalement 37 mesures. Alors nous, on en demande 50, on est un peu plus gourmand, mais comme je disais, on a un peu plus de freins. Oui. Plus de boulot en France. Et oui. Ouais. Avec un vrai budget dédié à l'autoconsommation et qui est un package complet. Alors il faut savoir que les Espagnols, quand ils vont dans leur supermarché, il y a quelqu'un qui essaie de leur vendre de l'autoconsommation. Ils vont à Leroy Merlin, ils ont des packages. Ils sont leur fournisseur d'énergie essaie de voir
s'ils ne peuvent pas venir chez eux plutôt que chez le confrère parce qu'ils ont des surplus achetés de manière plus intéressante chez eux que chez les autres. Donc ils entendent tous les jours parler d'autoconsommation. C'est vrai par le privé, mais c'est vrai aussi par le public. On a la ministre de la Transition écologique qui très fréquemment parle en bénéfice, positivement de l'autoconsommation. Elle dit que c'est positif pour l'activité économique, que c'est positif pour le système électrique, ça c'est important, en France des fois il y a encore des sceptiques, que c'est positif aussi pour les consommateurs parce que ça réduit la facture d'énergie. C'est la ministre qui le dit. Nous, c'est Emmanuel Vargon qui commence à le dire. Et c'est très bien. Ouais, mais c'est un changement de paradigme qu'on salue parce que ça fait vraiment du bien. Ouais. Faut le rappeler. Voilà. Alors voilà, ces 37 mesures, on a vraiment trois postes en Espagne, des mesures de communication institutionnelle et aussi le privé parce qu'en fait, chez eux, ils ont des primes par l'État, mais par contre, le surplus, on le négocie avec son fournisseur. Ce qui fait qu'on a une espèce de compétition, on va dire, entre les fournisseurs pour essayer d'avoir le client. On a aussi des campagnes de formation, alors pas seulement des formations des professionnels, et même si on voit de la publicité pour les métiers du solaire, donc c'est positif aussi, mais on a aussi des formations des référents dans chaque collectivité. Vous avez un projet dans une commune, il y a quelqu'un pour vous répondre qui est formé à l'autoconsommation, pas au solaire en général, à l'autoconsommation précisément. Et on a aussi pour les copros des syndics qui sont formés. Donc c'est pareil, là aussi, votre copro veut faire du solaire en autoconsommation, les syndics savent répondre. Donc ça, c'est quand même formidable. Alors ça, c'est tout un premier pan qui est indispensable, mais aussi un plan qui va être important pour la France. Aussi, c'est un plan de simplification. En Espagne, on n'a plus besoin de demander d'autorisation d'urbanisme pour les moins de 100 kg, pas de dossier au gestionnaire de réseau pour les moins de 15 kg, et encore, si vous faites de l'autoconsommation totale, quelle que soit la puissance. Et également, pas de consuel pour les moins de 10 kg, seulement un certificat d'installateur. Et puis en plus, petite cerise sur le gâteau, si vous êtes en copro et que vous voulez faire voter une autoconsommation collective, si vous êtes absent, vous êtes pour. Donc ça, si vous ne voulez vraiment pas, il faut être présent. Vous avez toujours raison. Voilà. Alors tout ça, donc ces simplifications, ça a été vraiment, ça a apporté un vrai engouement et ça a été appuyé en plus par des aides massives. À la fois des primes, jusqu'à 5 MW des primes, que ce soit au sol ou toiture, il n'y a pas de différenciation en Espagne. Et puis également une prime dédiée pour le stockage. On parlait de flexibilité, le fait que ça va bien avec l'autoconsommation. En Espagne, le stockage en soi est aidé. Et puis toutes ces primes sont en plus cumulables avec des réductions d'impôts sur le revenu et des exonérations de taxes foncières pendant 3 à 5 ans. Donc vous voyez, c'est des aides massives. Donc quand on ajoute à la fois une communication presque martelée tous les jours, de la simplification où l'installateur vient chez vous, vous l'installez tout de suite, et des aides pour faciliter les investissements, forcément ça marche, et ça marche extrêmement bien, extrêmement vite. Puisque du coup, on a dit le plan a commencé à être communiqué dès 2021, et il a été acté en fin 2021. Ils ont déjà fait 1 gigawatt l'an dernier, et ils vont atteindre 2 gigawatts, peut-être plus cette année. Donc 3 gigawatts en 2 ans, et c'est quasi que du résidentiel, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent aller aussi vite. Donc rien que le résidentiel, c'est 3 gigawatts en Espagne, et ça arrive maintenant, l'entreprise, le tertiaire et les autres marchés. Donc ils vont avoir un marché d'autoconsommation énorme. Un pays qui, il y a quelques années encore, taxait vous souvenez qu'il y avait une taxe sur le soleil en Espagne, comme quoi on peut changer et on peut vraiment se lancer dans une politique solaire très agressive, et c'est le cas avec l'autoconsommation en Espagne. Exactement. Ouais. Et donc forcément, ça nous inspire. Ça nous inspire parce que quand on a lu ce plan, on a eu les yeux qui brillaient en disant mais c'est exactement notre besoin finalement. On a besoin de communication, simplification et d'aide. Et on a structuré ce plan national d'autoconsommation en 4 points. Vraiment un premier point sur tout ce qui serait campagne d'équipement pour des précaires, pour redonner un vrai pouvoir d'achat à ces précaires qui en ont besoin en ce moment. C'est vraiment le moment pour eux d'adopter le solaire en autoconsommation. Ils ne peuvent pas l'investir eux-mêmes, donc ce qu'on demande, c'est que ça soit une campagne qui soit portée par des C2E, et notamment les C2E précarité. Alors ça, ce sont des fonds privés qui sont cumulables avec des fonds publics. Aujourd'hui, le photovoltaïque n'a pas le droit à un C2E, donc il faut changer des éléments de loi pour que ça devienne possible.
Mais pour que le privé puisse, on va dire, financer en partie des campagnes d'équipement, il faut également baisser les coûts avec des aides publiques. Et on demande en particulier sur l'autoconsommation individuelle d'avoir des primes qui soient versées en une fois, à la fois pour l'individuel, mais aussi pour le collectif, parce que les logements sociaux sont aussi bénéficiaires. Également des TVA réduites. Pour l'instant, on est limité à une TVA réduite à 3 kg. Donc on demande d'aller beaucoup plus loin, jusqu'à 36 kg de TVA réduite pour financer ces campagnes d'équipement notamment. Et puis aussi d'aligner tout ce qui est taxation de l'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans un logement social et que vous voulez faire une autoconsommation collective, vous devez payer la taxe ASIS, vous devez payer le TURP, même si vous êtes dans le même bâtiment. Donc tout ça, c'est beaucoup trop lourd. Donc d'aligner et vraiment d'exempter de TURP nos nos pionniers là, de TURP pendant 20 ans sur les premières installations collectives, et puis de taxer ASIS tout le monde et durablement. Donc plus d'incitation. Donc ça, c'est le premier point, financer à la fois par le public et par le privé une campagne d'équipement des précaires et l'autoconsommation en général. Le deuxième point sur lequel on voulait insister, et le deuxième pan, c'est vraiment la simplification. Aujourd'hui, si votre installateur vous voit, il va falloir qu'il passe en mairie, qu'il aille voir Enedis pour faire sa demande de raccordement. Enfin voilà, vous allez le revoir dans 2 à 6 mois, alors que c'est un particulier qui veut mettre 2 panneaux, quoi. Enfin, 4. Peut-être 3 kilos le méchant. On vous sent dépité. Non, mais enfin, il n'y a aucune raison d'en être là. Donc ce qu'on demande vraiment, c'est de supprimer les démarches. Voilà, l'installateur vient vous voir, vous avez vos 15 jours de rétractation, vous pouvez poser. Plus de démarches, donc plus de démarches en mairie, plus de démarches au niveau du gestionnaire de réseau, et aussi de garantir un droit à l'autoconsommation, parce qu'on a encore des personnes à qui on dit non, vous êtes en zone ABF, c'est pas possible. Alors eux, ils font comment pour autoconsommer? Moi, je me pose encore la question. Donc de garantir vraiment ce droit. Et en plus de ça, de passer aussi par l'incitation de la concurrence privée, donc avec un surplus négociable, on a vu que ça marchait bien en Espagne, et également d'inciter au stockage, parce qu'on pense que c'est une vraie opportunité d'effacer la pique du soir, notamment. Voilà, sur le pan des compétitivités des entreprises, donc là, notre objectif, c'est vraiment d'éviter des coupures. Et donc, le point majeur, c'est d'accéder à des dettes qui soient à des taux réduits, ou même par exemple un éco-PTZ qui peut être à taux zéro, pour arriver à financer des investissements qui n'étaient pas spécialement prévus et qui arrivent à un mauvais moment parce que c'est un peu la crise. Donc avoir des dettes qui soient à taux zéro ou à taux très réduit pour le photovoltaïque. Il y a aussi, c'est impossible de faire un projet si on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé en termes de raccordement. Enfin, j'ai encore vu des installations où ça doublait le prix de l'installation de faire un raccordement. C'est pas possible. Donc on a besoin d'avoir de la visibilité sur les raccordements pour que ça aille vite. Donc avoir des forfaits, voilà, qu'on sache pour les moins, tout ce qui est en basse tension. C'est forfaitisé. On a pu d'un seul coup des prix gigantesques parce qu'il faut rénover cette ligne qui est vieille et qui est en milieu rural, quoi. Donc ça, c'est un point, c'est ces 2 points vraiment clés. On a aussi cette demande, parce qu'on a vu que ça marchait très bien, de passer le plus possible vers le guichet, avec notamment des primes, donc d'aller jusqu'à 1 méga, et non plus 500 kilos comme c'est aujourd'hui, avec la possibilité aussi d'inclure du sol. Il y avait autrefois, avant 2017, on avait aussi un tarif pour le sol, il a disparu. Donc d'arriver à avoir un guichet aussi pour le sol et jusqu'à 1 méga pour l'autoconsommation avec une prime au-delà de 100 kg, parce que pour l'instant, on peut avoir des primes que jusqu'à 100 kg. Quelque chose qui nous a apparu très positif aussi, c'est cette réversibilité en autoconsommation. On peut passer en vente totale si jamais finalement le client n'est plus là. Donc ça, c'est très pratique pour financer les projets. Donc on demande que ça soit étendu aussi aux appels d'offres et jusqu'à 36 kW. Voilà. Alors ça, j'avais mis une petite astérix aussi, de permettre aux tiers, alors ça paraît peut-être anecdotique, mais en fait, finalement, le tiers investissement en autoconsommation, on pense que ça peut vraiment permettre d'insuffler vraiment l'autoconsommation, parce que les investissements seraient portés par un tiers. Alors aujourd'hui, on a des problèmes techniques, notamment la signature du contrat de raccordement ou de l'obligation d'achat qui est au consommateur. Alors ça, c'est pas du tout facile quand on veut faire du tiers investissement. Donc de pouvoir Posons la question à Yves Barlier tout à l'heure. Voilà, de pouvoir le mettre, qu'il puisse signer. Faut savoir. Bien sûr. Et enfin, donc pour les collectivités, pour avoir vraiment une possibilité de stabiliser les budgets de fonctionnement, on a besoin de sécuriser, parce que là encore, des marchés publics, quand on est en PPA ou en autoconsommation avec les tiers investissements, c'est encore un peu flou. On ne sait pas trop si on a le droit, parce que normalement, on est censé finalement refaire ces contrats de manière assez fréquente. Donc nous, on veut s'engager sur des durées longues.
Donc, il y a un point de sécurisation à avoir. En plus de pouvoir d'avoir des possibilités de devenir personne morale organisatrice des autoconsommations collectives pour les collectivités et aussi d'étendre l'autoconsommation collective au-delà. Pour l'instant, on est limité à 3 MW, d'aller jusqu'à 10 MW. Donc voilà, en fait, ça fait, on a l'impression comme ça que c'est assez simple, c'est 4 pans, mais finalement, si on regarde dans le détail, toutes ces mesures que je viens de citer, c'est quand même 50 mesures, il y en a 23 qui doivent être inscrites dans la loi et 27 qui sont du réglementaire, donc c'est quand même un gros travail. Donc on a bon espoir notamment qu'un certain nombre de mesures soient reprises par le parlementaire dans le cadre de la loi d'accélération et de la loi de finances pour la fin d'année. Et voilà. Travailler sur des amendements, donc. Et donc on commence à travailler, on recrute si vous êtes député. Bon, bah voilà. Non, mais il n'y a pas de problème, on est en train de travailler sur les amendements et on les fera porter le plus possible par le débat public. D'accord. On vous sent passionné. Une question de Star & Co, un bureau d'études solaires. Bonjour. La suppression de l'IFER pour les dossiers supérieurs à 100 kg en autoconsommation est-elle prévue dans votre programme? Enfin, c'est quelque chose que vous envisagez? Ouais, c'est une super question. Je ne l'ai pas nommée parce qu'il fallait que je fasse une sélection des mesures. Mais c'est vrai qu'on demande à ce que l'IFER commence plus à 100 kg mais à 250 parce que c'est quand même un peu bas. Et puis en plus, on a des problèmes en ce moment avec l'IFER, avec des personnes... Enfin, finalement, on ne regarde même plus qui est propriétaire de l'installation. On compte un peu tout le monde à côté là, pour savoir si on doit l'IFER ou pas. Donc ça devient vraiment problématique parce qu'on pensait ne pas devoir à payer l'IFER. Finalement, on vient nous chercher pour payer l'IFER. Il y a toujours un petit truc, il y a toujours une petite chose trappe qui se rajoute. Donc voilà, l'IFER fait bien partie du plan, oui. Ouais, d'accord. Arnaud Schreiner, un des freins les plus importants que nous connaissons, surtout pour les toitures terrasses, c'est l'obligation d'avoir un ATEC ou un ETN, une étude de technique nouvelle sur le système PV, sous peine de ne pas être assuré. Est-ce qu'Enerplan travaille aussi sur ce sujet? Génial, parce que ça faisait partie des mesures d'accompagnement. Eh bien, allons-y. En fait, Merci du coup, Arnaud pour le lien. Pour accompagner vraiment, donc il y a 50 mesures à adopter et donc vraiment des mesures d'accompagnement. Donc forcément, la promotion de l'autoconsommation, ça devient, c'est une évidence et c'est un besoin. Mais aussi, on a Enedis, ça va être notre partenaire privilégié puisqu'on va avoir beaucoup de raccordements à faire. On a absolument besoin que Enedis monte en puissance et puisse raccorder toutes nos installations. Donc on demande un financement de la montée en puissance des équipes Enedis pour faire face à cette montée des projets. Et enfin, sur nos installateurs, bon déjà ils seront contents d'avoir un peu moins d'administratif à faire, mais en plus on demande est-ce qu'il y en ait plus, donc qu'il y en ait plus de formés, et on demande également un fonds de garantie de réassurance publique pour les décennales, parce qu'on voit qu'il y a un vrai frein des assurances, un vrai blocage presque psychologique, ils ne veulent plus assurer le photovoltaïque sur toiture, et donc sauf que c'est quand même un pan entier de la transition. Donc on demande à ce que l'État puisse proposer un fonds de garantie. Alors il n'y a pas beaucoup de désordre finalement, donc il ne sera pas si activé de ça, mais au moins ça rassurera à la fois sur les décennales et les dommages ouvrages. Voilà. Et on parlait aussi de l'obligation solaire en résidentiel qui sera imposée dès 2029. Dans le neuf, ce qu'on demande, puisque finalement on est en train d'équiper des précaires. Si on avait déjà installé dans le neuf des panneaux solaires en amont, on ne serait pas en train de devoir les équiper maintenant. C'est quand même assez dommage d'avoir loupé la phase de on construit avec du solaire. Et comme ça, les habitants autoconsomment. D'accord. Ouais. Et l'obligation, c'est pour 2029, c'est ça? Elle est pour 2029 et nous, ce qu'on demande, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en place dès 2025? Bah oui, pourquoi pas. Ok, super. Bon, merci beaucoup Laetitia, merci pour la présentation de ce plan. Et je pense que vous êtes tous séduits par un plan pareil. Et bien, on va beaucoup tous travailler et il faudra tous nous aider aussi à arriver à ces résultats-là. Je pense l'enjeu est là en tout cas et ça en vaut la chandelle vraiment de se battre pour que ces mesures soient appliquées le plus rapidement possible. Et comme disait Daniel, on a bon espoir parce qu'on sent vraiment un changement vraiment de volonté. Enfin, on sent de plus en plus l'autoconsommation. Je parlais d'appétence aussi, effectivement. Ouais. Plein de gens sont aujourd'hui... on le sent dans vos métiers, j'imagine, vous sentez que de plus en plus de gens viennent vous demander comment on peut réduire ses factures, comment on peut participer aussi à la sauvegarde du climat, parce que cet été a quand même été un marqueur fort aussi pour nous tous. On va enchaîner avec Justine Bintouvrez. Vous êtes coprésidente du groupe de travail Nouvelle Solidarité et circuit court à la plateforme écologique. Alors vous allez nous présenter les recommandations d'un rapport de la Fabrique écologique consacré au circuit court de l'énergie et aux solidarités énergétiques locales. Comment avez-vous procédé et qui a participé à la rédaction de ce rapport? Justine.
Merci. Je vous en Bonjour prie. à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois que le contexte est posé. Beaucoup de prétextes à l'urgence de réinventer nos modèles énergétiques, de mobiliser aussi toutes les filières, de prêter attention aussi à la solidarité énergétique. Donc la motivation, effectivement, avec Sébastien Delpont, qui est directeur associé de chez Greenflex, on a humblement coordonné une démarche de plusieurs acteurs aux profils très différents, donc notamment Enerplan, des bureaux d'études comme Texol, des universitaires, des élus, des représentants de collectivités, des représentants aussi du secteur gazier. Voilà, en se disant finalement, aujourd'hui il y a des freins, on ne cesse d'en parler, c'est d'identifier ces freins et ensuite d'identifier les recommandations qui nous permettraient d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables vers les territoires. Une planification qui doit être évidemment européenne, qui doit être nationale, mais qui doit aussi être locale. Donc là, l'objectif, c'était de voir comment on pouvait décliner un petit peu toutes ces obligations dans les plans des collectivités, des porteurs de projets. Et puis là, finalement, on se heurte un petit peu au parcours du combattant, du porteur public ou privé de projet, qu'on soit en autoconsommation, en PPA ou en communauté d'énergie. Il y a une succession de freins qui s'opposent à ces porteurs de projets. Et puis de dépasser finalement la logique très centralisée du développement des énergies pour considérer que le développement de boucles locales énergétiques peuvent concourir à la création d'un système énergétique plus juste. Et aujourd'hui, évidemment, ça fait sens. On connaît tous les co-bénéfices sociétaux, écologiques et économiques des projets d'autoconsommation. Donc voilà, il y a eu beaucoup de recommandations. On a dû en identifier évidemment 3 phares. 3 mesures phares. D'abord, une mesure qui est administrative pour permettre à la puissance publique, dans sa capacité d'achat, à être promoteur et acheteur d'énergie donc plus facilement, pour développer les circuits courts énergétiques. Une mesure un peu plus volontaire pour limiter les risques des porteurs de projets et leur permettre d'accéder à de meilleures conditions de financement. Et puis une mesure fiscale dédiée aux ménages précaires, aux publics les plus fragiles. Voilà, on en a parlé pour les C2E, il y a des mesures en termes de dons d'énergie. Les directives nous disent qu'on peut avoir des réglementations différenciées tarifaires si on vise les ménages les plus précaires. Voilà, donc pour revenir... On va rentrer dans le détail, j'imagine, de ces recommandations. Là, c'était une synthèse un Absolument. petit peu. Et pour rentrer dans les détails, donc la première recommandation, c'est de faire évoluer les règles de la commande publique. Le droit des énergies renouvelables, c'est un droit qui a une vocation très collectiviste et décentralisée et qui parfois est totalement incompatible avec les règles de marché, les règles de la commande publique. Alors naturellement, il ne s'agissait pas de remettre en question les libertés économiques fondées sur le droit européen, mais peut-être d'insuffler, de prévoir en tout cas des adaptations des directives qui datent de 2014 et qui sont assez étrangères finalement aux enjeux climatiques. Donc, notamment le premier frein, c'est l'interdiction du localisme dans les règles. Donc, comment en fait tout simplement sélectionner un producteur local, qui soit d'énergie photovoltaïque, tout type d'énergie confondue en fait. Comment développer les circuits courts quand on ne peut pas désigner un opérateur avec une capacité d'intervention locale. Et puis le deuxième frein qui est la compétitivité de ce producteur local avec un fournisseur. Et ça, c'est une des recommandations qu'on porte, de bien distinguer le producteur et le fournisseur d'énergie. Mais ça, c'est des discussions qui sont portées dans le cadre des lois d'urgence. Finalement, comment garantir la compétitivité de ces offres de producteurs locaux? Les coûts de production et de distribution du gaz, par exemple du biogaz, de l'électricité, sont les mêmes. Le prix ne tient pas compte de la distance entre la production et la consommation. Et on ne tient pas compte des externalités positives. On en a beaucoup parlé de l'autoconsommation, que ce soit sur le développement de l'emploi local, la redynamisation des industries, mais aussi la réduction de la tension sur le réseau de distribution. Voilà, c'est tous ces co-bénéfices-là qu'il faut intégrer dans ces critères de marché, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de sélectionner un opérateur, un producteur en autoconsommation sur d'autres critères que le prix et la qualité de ses prestations. J'avoue que l'interdiction du localisme pose question.
C'est vraiment spécifié, C'est- c'est vraiment en interdiction du localisme. Voilà, on ne peut pas sélectionner un opérateur sur sa préférence géographique, Ouais, parce qu'on va en fait restreindre l'égale concurrence, l'égalité des candidats bien sûr. face à la commande publique, la Mm. libre concurrence. Donc on a eu des adaptations qui ont été faites, on a essayé de s'en inspirer. Ouais. On a eu l'exception alimentaire pour Ouais. les invendus, enfin pour les circuits courts alimentaires. C'était la loi de modernisation de la pêche et de l'agriculture. Donc cette fois-ci, on ne se fonde pas sur la préférence géographique, mais sur le circuit de fourniture, sur la qualité, la performance liée à l'approvisionnement direct. Donc pourquoi pas raisonner par analogie pour les circuits courts énergétiques. Ça, c'est les premières adaptations. Et puis finalement, on se rend compte que la libération du plein potentiel des achats d'énergie en PPA ou en autoconsommation bénéficierait vraiment d'un régime sui generis. Ça, c'est, voilà, évidemment, jouer par petites touches, ça nous permet d'aller vite, mais on pense vraiment, et c'est ce qu'on a porté avec le groupe de travail, c'est qu'une réforme en profondeur, ça permettrait peut-être à plus moyen terme d'accéder à des ambitions plus importantes, des ambitions énergétiques plus importantes. On l'avait fait en 2001 quand il fallait rénover massivement les bâtiments. On a créé un outil contractuel qui est le contrat de performance énergétique. Pourquoi pas créer le contrat d'achat direct d'énergie qui n'est pas un contrat de fourniture aussi, parce que quand on tombe dans la qualification d'un marché de fourniture, c'est 4-5 ans de durée contractuelle. Ça n'a aucune réalité économique quand on voit la durée d'amortissement des investissements, des projets de production d'énergie photovoltaïque, mais toutes les énergies concernées. Voilà, donc ça, c'est alors, quelle bonne idée que Richard Loyen avait d'appeler l'énergie solaire l'énergie potagère. C'est que finalement, c'est du circuit court aussi. On peut faire du localisme avec une énergie potagère. Tout Un peu de l'alimentaire aussi. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. C'était une très bonne idée. Ouais. Je vous laisse enchaîner. Non, mais ensuite, la deuxième recommandation, donc là, c'est plus une recommandation sur le financement de ces projets. Encore une fois, toute énergie renouvelable confondue, on peut avoir deux risques. Un qui est très opérationnel, c'est la qualité du gisement. Par exemple, on est un fournisseur de chaleur fatale. On change nos process industriels. Est-ce qu'on aura la capacité de revendre cette chaleur dans la même quantité et la même qualité ? On peut avoir des fluctuations de la demande d'énergie photovoltaïque en autoconsommation collective. On peut avoir également, dans le cadre de PPA, qu'on soit dans le cadre de comité d'énergie ou d'autoconsommation collective, parce qu'on a du PPA dans l'autoconsommation collective. Ça peut être aussi, alors peut-être moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, ce décalage qu'il peut y avoir entre le prix qui est prévu dans le PPA, dans le contrat de vente d'énergie, et le prix de marché. Ce décalage-là, ça peut tout simplement créer des conditions de financement moins intéressantes, parce que les financeurs vont y voir un risque, et puis ça peut être aussi un risque de dénonciation des contrats si dans le temps on a ce décalage-là. Voilà. Donc on s'est dit, il y a eu des réflexions qui ont été menées, on n'a pas inventé, mais on a voulu prolonger, peut-être pour les plus petits projets, les projets plus des PME, des collectivités, des collectifs citoyens, de créer ces fonds de garantie qui seraient portés par les régions, abondés par l'État, les régions, les porteurs de projets, pour justement finalement réduire ce risque, qui peut être un risque de contrepartie, mais lié aussi à la vie des marchés, à la vie économique. Voilà. En prenant aussi en compte que, évidemment, ces fonds de garantie ne doivent pas être dénués de rationalité économique et écologique. On l'avait vu pour les contrats d'impact social. C'est l'idée de se dire, voilà, des plafonds qui pourraient être fixés, des pourcentages par filière, avec certains critères qui pourraient être respectés pour bénéficier de ces fonds de garantie. Donc on en a listé certains qui ne sont pas exhaustifs, mais qui sont des propositions qu'on a tirées de ces contrats-là, qu'on peut appliquer à l'énergie, que sont l'impact sur la biodiversité, la création d'emplois locaux, les ménages précaires alimentés, la qualité de la gouvernance locale. Voilà, finalement, des critères qu'on peut retrouver aussi dans les AO creux. Pourquoi ces critères-là ne pourraient pas aussi être étendus au fonds de garantie ? Bonne idée. La troisième recommandation, c'est la solidarité énergétique locale, qui peut aussi permettre d'accentuer la valeur sociétale des projets ENR qui sont souvent contestés, qu'on soit sur du petit projet, du grand projet. On le voit dans le cadre des procédures d'autorisation. Là, l'idée, c'était de trouver des dispositifs permettant aussi d'aider les ménages précaires. Le don d'énergie, le défiscaliser. On avait la loi Coluche pour les invendus alimentaires. On a eu la loi anti-gaspillage en 2020.
reprendre cette logique-là, proposer des dons d'énergie pour des organismes habilités, aux bailleurs sociaux par exemple, et naturellement jouer sur la fiscalité et le tarif d'utilisation du réseau pour que ces dons d'énergie aux ménages les plus précaires soient effectifs in fine, que les usagers finaux puissent en bénéficier de manière effective, en toute transparence sur la fiscalité et les redevances. Et puis la dernière recommandation, c'était de créer des zones franches énergétiques. Alors, sur des dispositifs existants, les zones franches, les zones urbaines, les zones en rue, tout ça, ce sont des zones qui existent déjà. Non, allez-y. C'était de pouvoir ajouter sur des dispositifs déjà existants de ces zones franches qui sont fragiles. Dans la liste des activités, on a des exemptions pour les activités industrielles, des exemptions pour la rénovation des bâtiments. Pourquoi pas ajouter les énergies renouvelables et l'autoconsommation pour bénéficier de ces mécanismes d'exemption et aider pour que l'autoconsommation puisse être aussi un outil de résorption des inégalités sociales. Merci beaucoup, Justine Bentouvrez. Merci pour toutes ces recommandations, pour le coup. Avec ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que le solaire en autoconsommation, c'est le solaire inclusif aussi, quoi. C'est une énergie inclusive où on peut effectivement s'occuper des précaires. Patrick Villalon, on enchaîne avec vous. Vous êtes premier vice-président du SIDEV, syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée. Et vous êtes également élu de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Le SIDEV accompagne les collectivités de Vendée dans le domaine de l'énergie et s'intéresse bien sûr à l'autoconsommation. Il est même un pionnier de l'autoconsommation collective en France. Vous nous racontez votre expérience, Patrick Villalon ? Oui, ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis, merci de nous avoir permis de participer à cette manifestation. Donc, le SIDEV, effectivement, c'est le syndicat d'énergie de la Vendée qui rassemble l'ensemble des communes et des intercommunalités de Vendée. Et donc dans ses missions habituelles, mais également, et il le fait depuis 20 ans, il accompagne les collectivités sur ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque la transition énergétique, mais tout ce qui était efficacité énergétique, production d'énergie renouvelable, mobilité, etc. Donc on s'est engagé dans l'autoconsommation en 2019. À l'occasion d'un appel à projet lancé par l'ADEME et la région des Pays de la Loire sur ce sujet. Et on a le maire d'une commune qui est venu nous voir en disant moi je suis en train de construire un petit centre commercial au centre-bourg de ma commune, et puis j'aimerais bien qu'on essaie de mener cette opération. Donc 2019... l'époque où les décrets changeaient assez régulièrement. On s'est néanmoins engagé dans cette affaire. Donc, c'est un petit bâtiment avec 5 commerçants. Et donc, on a mis en place les dispositions, création d'une association pour assurer le rôle de PMO. Et puis, pour faciliter les choses, 5 commerçants et 5 fournisseurs différents. Donc, petite opération, 40 kilowatts. Et puis, ça s'est mis en place. C'est en fonctionnement depuis le premier semestre 2021. Donc 2 ans pour mettre en place le dispositif. Et puis ça donne entièrement satisfaction. On consomme un peu plus de 80% de ce qui est produit, et ça correspond à 26% de la consommation de l'espace commercial. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a simplement quand même une difficulté parce que, en fait, les Vendée Énergie, alors je n'ai pas précisé, mais l'investisseur de la centrale photovoltaïque, c'est Vendée Énergie, qui est la SEM du SIDEV, qui existe depuis 20 ans et qui a un certain potentiel de production. Donc Vendée Énergie, qui est le producteur, eh bien, quand il a voulu se faire rémunérer la part autoconsommée, eh bien, on a constaté que les fournisseurs de chacun de ses clients ne défalquaient pas la consommation, enfin l'autoconsommation.
Donc, on a engagé des discussions difficiles avec ces fournisseurs. Vous payez ce que vous ne consommiez pas, en fait. Voilà. Ouais, voilà. Bon. Et donc, C'est un concept. quand Vendée Énergie présentait la facture en disant vous avez autoconsommé tant, voilà ce que vous me devez, les commerçants ont dit écoutez, vous êtes gentil, mais moi j'ai déjà payé, donc je n'ai pas payé deux fois. Alors, on est sur des petites quantités et Vendée Énergie a la capacité à encaisser ce retard de trésorerie, mais c'est quand même un vrai problème. Donc on a deux fournisseurs qui sont en train de rectifier le tir, mais avec les trois autres, c'est tout simplement pas possible. Donc il y a vraiment un travail à faire. Alors c'est le système informatique, c'est tous ces sujets qui sont sans doute complexes, mais qui sont vraiment des freins. Ouais, encore des freins. Toujours encore des freins. Mais quand je dis encore, c'est aujourd'hui. Oui, je comprends bien. Aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la première opération. Alors pourtant, elle donne satisfaction. Enfin, au sein de l'association dont je parlais tout à l'heure, qui est la PMO, on a les commerçants qui sont là et ils sont parfaitement satisfaits. Enfin, voilà, c'est un modèle qui fonctionne. On a monté une deuxième opération qui, elle, qui est différente parce qu'elle allie deux choses. Donc on est sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, une commune littorale. Et là, la réflexion, elle a été à la fois à travailler sur l'autoconsommation, mais l'autoconsommation uniquement du patrimoine de la collectivité. Et à cette autoconsommation, on a voulu associer une réflexion sur la flexibilité. Donc, on a fait une analyse de la consommation d'une dizaine de bâtiments. Et on a très vite pris le parti de ne pas se mettre dans un dispositif de revente de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a limité notre capacité de production à ce qu'on était capable d'autoconsommer entièrement. Alors pour quelle raison? C'est un peu stupide parce qu'on a ainsi limité notre capacité de production photovoltaïque, mais on n'a pas voulu s'engager dans encore des difficultés d'organisation parce que revendre de l'électricité, c'est un service public industriel et commercial. Ça veut dire qu'il faut créer un budget annexe et pour une commune, pour une petite commune, c'est extrêmement compliqué. Donc là encore, on a un frein qu'il faudrait être en capacité de lever. Donc on a limité notre capacité de production à 64 kW pour être en autoconsommation totale. Et ça va représenter entre 17 et 20% de la facture électrique de la commune. Ce qui aujourd'hui est quand même... Ça permet peut-être de laisser des piscines ouvertes. Voilà, c'est ça. Alors, on n'a pas de piscine, enfin on a une, mais elle n'est pas chauffée parce que ça s'appelle l'océan Atlantique. D'accord. Avec des vagues, pour le coup. Oui. Donc, oui, mais on a surtout voulu mettre en place derrière de la flexibilité. C'est-à-dire qu'on a équipé nos bâtiments d'un certain nombre d'objets connectés pour être en capacité de mettre en place une autoconsommation la plus efficace possible en fonction des prévisions. Donc là aussi, ça fonctionne bien. On a un outil qui marche assez admirablement, qui est un peu auto-apprenant. Il tient compte des résultats des jours passés pour se réadapter, notamment sur l'occupation des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au-delà de ces expérimentations, moi, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, on a une vraie demande des communes, pour dire, voilà, on est tous confrontés à la facture énergétique. Hein. Pour une commune comme Talmont-Saint-Hilaire, on va passer d'une facture énergétique de 300 000 €
en 2022, donc qui avait déjà pris 40% par rapport à 2021. Et en 2023, on sera probablement à 450-500. Voilà. Donc, commune dont vous êtes élu, je crois. Oui, c'est ça. aussi. Oui. Voilà, donc, vous connaissez bien le sujet. Oui, je connais surtout les factures. Voilà. Donc, on a une demande vraiment très importante de toutes les communes, parce que toutes les communes sont dans le même cas, en disant comment est-ce qu'on peut faire, quoi. J'entendais votre remarque tout à l'heure, les gens le disent, mais pour ma commune, pour ma cantine, j'ai le droit d'aller acheter les carottes chez mon producteur local, et là, Vendée Énergie produit de l'énergie, et je ne peux même pas lui l'acheter. Parce que pour l'histoire, en fait, si je réfléchis dans les grandes masses, les communes en Vendée consomment en gros 170 gigawattheures par an. Et Vendée Énergie produit par an 170 gigawattheures. Voilà, donc c'est une concordance des chiffres, mais c'est quand même une réalité. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, en tous les cas, qui se passe dans la tête des gens. Et donc, aujourd'hui, à la demande des communes, on va mettre en place des outils pour leur proposer d'être un peu comme ça a été fait sur Talmont, d'avoir de l'autoconsommation collective sur le patrimoine. Mais ça pourrait n'être que la première base, c'est-à-dire que cette autoconsommation collective sur les bâtiments patrimoniaux pourrait être ouverte à d'autres consommateurs à proximité. Alors, avec la difficulté du périmètre des 2 km, parce que Talmont-Saint-Hilaire, c'est une grande commune, qui a une grande surface en tout cas, et on ne rentre pas dans les 2 km, donc il faut qu'on soit déjà dans la dérogation pour pouvoir la mettre en place. Et puis c'est un outil, c'est aussi un outil d'aménagement parce que ça permettra, on discutait tout à l'heure en aparté, ça peut aussi être un outil d'aménagement du territoire pour les élus de la collectivité en intégrant dans le périmètre de l'autoconsommation un certain nombre de services publics qui pourraient favoriser l'implantation d'un certain nombre de ces services publics. Donc on voit qu'il y a une vraie attente de la part des collectivités. Je le dis pour les collectivités parce que c'est le sujet qui nous concerne le plus, à la fois au CIDEV mais aussi à la FNCCR, parce que cet exemple vendéen, on le retrouve bien évidemment sur l'ensemble des territoires du territoire national. Donc c'est vrai aussi aujourd'hui pour les entreprises et pour les industries qui nous sollicitent de la même manière. Et ce sera vrai demain pour les particuliers. Donc on a un vrai sujet. Pour conclure ? Oui. Je vois qu'il est temps. Donc, alors moi, j'aurais plutôt un discours, un regard assez positif parce que on voit que ça marche, on voit où sont les freins. Et on voit aussi que dans les propositions qui ont été détaillées juste avant, on a les solutions. Bon. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais il y a Sarah Ormazabal qui nous dit qu'elle a la même expérience à La Rochelle avec les fournisseurs qui n'arrivent pas à facturer correctement. Il faudrait mener une action de formation auprès des fournisseurs dans le plan autoconsommation. Voilà, je ne sais pas si ça vous rassure, mais vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Et Daniel Munier nous dit de son côté que l'autoconsommation collective souffre de son trop petit nombre de projets réellement installés, une centaine, alors je crois que c'est 102 pour être exact. C'est par l'appel d'air de nouveaux projets que l'on pourra former les fournisseurs. Voilà. On poursuit avec vous, Audrey Zermati. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice stratégie chez EFI. EFI spécialise dans les travaux de rénovation énergétique. Depuis 3 ans, votre entreprise s'est lancée dans le business de l'autoconsommation pour les particuliers. Alors j'imagine que l'activité est en plein boom là, depuis quelques mois. Là. Le téléphone sonne beaucoup chez vous ? Le téléphone sonne beaucoup, mais je vais en parler. C'est pas parce que le téléphone sonne que les gens vont au bout de leur projet, c'est bien le sujet. Ok, super. On vous écoute. Alors peut-être quelques mots sur EFI avant de commencer. Donc EFI, c'est une entreprise qui existe depuis 14 ans maintenant et qui est spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, effectivement, vous l'avez dit. Et les travaux de rénovation énergétique, pour nous, c'est autant l'isolation de la maison que l'installation d'une pompe à chaleur, d'une chaudière bois ou de l'autoconsommation solaire chez les particuliers. Et c'est important de bien
inclure, et c'est un parti pris, et on le revendique, l'autoconsommation, pour nous, c'est de la consommation avant tout. Et je pense qu'il y a un péché originel dans l'autoconsommation, notamment dans le résidentiel, qui est de ne pas avoir su le classer. C'est de la production, mais c'est de la production diffuse qu'on ne savait pas piloter. Ce n'est pas de la réduction de consommation, parce que finalement, on consomme. Donc je pense qu'il y a un sujet autour un peu ontologique, autour de mais qu'est-ce que c'est en fait l'autoconsommation? Nous, on l'a classé dans la rénovation énergétique. On accompagne les particuliers, alors on les accompagne, on met en relation, ça va de mettre en relation avec des partenaires qualifiés jusqu'à être maître d'œuvre des travaux et de réaliser des travaux, la garantie de déduire les aides quand il y en a pour les particuliers et de garantir l'installation. Aujourd'hui, on a 18 millions de visiteurs et on a à peu près 1000 à 2000 personnes au téléphone tous les jours qui s'interrogent sur leur projet de rénovation énergétique. Donc, comme vous l'avez dit, c'est en plein boom en général et particulièrement sur l'autoconsommation solaire, puisque depuis mars, ça a pas mal augmenté. Et depuis 4 mois, on a une augmentation mensuelle moyenne de 160% spécifiquement sur l'autoconsommation solaire. Donc, avec tout ça, on pourrait se dire, c'est super. Tout va bien. Tout est positif. Nous, en tout cas, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a un véritable engouement sur le solaire. Il y a un véritable engouement et on aimerait bien que cet engouement soit partagé par le gouvernement, par les pouvoirs publics. Donc on voit que ça va dans le bon sens. Mais qu'en tout cas, comme vous l'avez pu le dire dans le magazine Texal il n'y a pas longtemps, qu'elle ne soit pas la mal-aimée, que l'autoconsommation ne soit pas la mal-aimée aujourd'hui des ENR. En tout cas, elle ne l'est pas du point de vue du consommateur. Pour 4 raisons, je pense. Pour une première raison qui est le côté fédérateur de l'autoconsommation solaire. On voit que par rapport à d'autres projets d'ENR ou même d'énergie en général, c'est vraiment l'autoconsommation solaire, c'est vraiment quelque chose qui va mobiliser les gens au profit de la transition énergétique. Et d'ailleurs, on voit dans un sondage qu'on avait fait il y a quelques temps que c'était l'énergie finalement renouvelable qui était la préférée des Français, le solaire en autoconsommation. Et on voit que par rapport à des projets dont on a entendu parler notamment cet été, où on se dit non, pas chez moi ou pas à côté de chez moi, au contraire, pour l'autoconsommation solaire, on est fiers de montrer, c'est nous en tout cas, c'est les projets chez lesquels nos clients sont les plus fiers de montrer et de partager et de parrainer leur connaissance sur l'autoconsommation solaire. Deuxième raison, c'est une énergie qui devient rentable. Quand on a fait le calcul sur 20 ans de la production de panneaux solaires, on voit qu'aujourd'hui, le kilowattheure solaire sort à 9 centimes d'euros, là où de l'énergie soutirée sur le réseau, avec bouclier tarifaire à 4%, est à 18 centimes. Donc on est à la moitié d'un kilowattheure au TRV aujourd'hui quand on s'équipe en autoconsommation solaire. Donc c'est rentable. Et puis c'est une énergie abondante. Moi, quand j'entends à la radio, il y a quelques semaines, le gouvernement qui dit que dans l'accélération, dans la loi sur l'accélération des ENR, le problème, c'est surtout de trouver des terrains et on va devoir défricher des forêts pour pouvoir installer des solaires au sol. On dit, attention, il y a quand même aujourd'hui un potentiel énorme, et vous l'avez rappelé, inexploité sur les toitures des résidentielles. D'ailleurs, l'ADEME a dit que les toitures résidentielles, ça pourrait couvrir la moitié de la consommation française, 270 TWh. Donc aujourd'hui, le foncier existe, il est sur les toits des maisons. Et puis, c'est un moyen de production, d'installation rapide. Quand on voit là aussi d'autres moyens de production qui ne seront pas prêts avant 2035, on voit qu'aujourd'hui, si on veut tripler, quadrupler, on peut le faire en moins de 5 ans. Et d'ailleurs, l'Espagne nous a rappelé que ça pouvait se faire très rapidement. Voilà. Donc, il y a de la demande. C'est finalement, ça remplit toutes les cases, et Daniel l'a rappelé, ça remplit toutes les cases pour... Personne ne peut être contre l'autoconsommation solaire, mais alors pourquoi on n'est qu'à 155 000 autoconsommateurs aujourd'hui sur 35 millions de compteurs, dont 20 millions de résidences, de maisons résidentielles, et très nettement derrière, alors on a parlé de l'Espagne évidemment, mais l'Espagne on se dit mais c'est ensoleillé, donc on se dit finalement c'est normal qu'on développe en Italie, en Espagne, mais on est très nettement derrière la Belgique et très nettement derrière l'Allemagne aussi en développement de l'autoconsommation solaire. Alors les raisons à ça, nous ce qu'on pense en tout cas pour les particuliers, c'est qu'il y a un vrai sujet d'incitation pour les particuliers. Il y a un problème de prix. Et même si c'est rentable, il y a un investissement considérable à mettre. Et nous qui travaillons sur l'ensemble de la rénovation énergétique, c'est assez aisé pour nous de comparer aujourd'hui les incitations qu'on peut avoir sur des équipements classiques, je dirais, de rénovation énergétique,
la pompe à chaleur, les chaudières bois, même la chaleur thermique, hein, même des systèmes solaires combinés, par rapport à l'autoconsommation solaire photovoltaïque. Et je donnais un exemple en préparant cette conférence. Quand on regarde aujourd'hui, la seule aide qui existe vraiment, c'est la prime à l'investissement. Sur un panneau solaire, un prix moyen, je vous ai donné un prix moyen chez EFI de panneaux solaires entre 3 et 4 kWh à 10 000 euros. La prime à l'investissement, c'est 1 000 euros. C'est à peu près 10% du montant de l'investissement. Quand on compare aux autres moyens de rénovation, d'autres projets d'installation de rénovation énergétique, en cumulant les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', on peut arriver jusqu'à 90% du coût de l'installation. Donc là, ça nous reviendrait à des panneaux à 1 000 euros. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'avec un prix moyen à 10 000 euros, aujourd'hui, sur les fortes demandes qu'on reçoit au téléphone, il y a plein de gens qui s'arrêtent au bout du chemin. Donc il y a un vrai enjeu à inciter massivement. Donc il y a effectivement un sujet, et tu l'as rappelé Laetitia, sur la TVA. Aujourd'hui, la TVA est à 10% jusqu'à 3 kg et à 20% au-delà de 3 kg. Donc il y a un enjeu à aligner les aides à minima fiscales de la TVA à 5% sur l'ensemble des installations jusqu'à 9, jusqu'à 36, en tout cas d'avoir une vraie incitation. Et maintenant, l'Europe nous le permet, donc il faut absolument y aller, de la rendre éligible à l'éco-PTZ et effectivement d'avoir une action sur la prime à l'investissement. Je pense qu'il y a quelque chose déjà qu'on peut souligner qui a été réalisé et que nous, on attendait effectivement depuis longtemps et grâce à Enerplan notamment, d'avoir pu verser cette prime à l'investissement en une fois. Puisque c'était pas en 5 ans. Et pas en 5 ans, parce que c'était seulement 10%, donc 1 000 euros pendant 5 ans. Là, maintenant, ça va être versé en une fois. Donc, bravo, c'est super, mais on peut aller beaucoup plus loin et augmenter cette prime à l'investissement pour pouvoir s'aligner à d'autres travaux de rénovation énergétique. Donc, pour ne pas paraphraser Daniel qui l'a dit en entrée, moi, je pense que l'autoconsommation, j'espère qu'elle n'est pas aussi mal aimée que ça. En tout cas, il ne faut pas que ce soit la grande oubliée du projet de loi d'accélération et des projets de loi qui vont arriver. Et j'espère qu'on va dans la bonne direction. Daniel va nous en dire un petit peu plus dans quelques minutes. Vous avez terminé ? C'est bon. Mais écoutez, merci beaucoup, Audrey Zermati. On peut l'applaudir, absolument. Je vais demander à Patrick Villalon, dans le projet de Talmont-Saint-Hilaire, quel est l'investisseur de la centrale PV et qui assure le rôle de la PMO ? Alors, sur l'investisseur central PV, c'est la commune qui le fait. Donc, sur le projet de Talmont, en fait, c'est un projet qui est porté à la fois par Talmont-Saint-Hilaire commune et par le CIDEV. Talmont-Saint-Hilaire porte à la fois le financement de la centrale et toute la mise en place de l'IoT. Et le CIDEV va assurer la couverture LoRa et finance l'hyperviseur qui permettra la gestion de l'énergie. L'objectif étant de mettre en place un outil qui sera ensuite à la disposition de l'ensemble des communes, puisque, comme je le disais, l'objectif c'est de diffuser ce dispositif. Alors pour la PMO, c'est pareil en fait. Comme on s'engage dans une généralisation de ces opérations, le CIDEV sera la PMO sur l'ensemble des opérations. Parfait, merci beaucoup. Patrick Villalon, une question ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elika Chalopin, responsable du service technique du Consuel. C'était juste pour intervenir par rapport à ce qui a été présenté par Laetitia tout à l'heure. Donc évidemment, nous, Consuel, on est partenaire, comme vous pouvez le voir à l'affiche de l'Université d'autoconsommation. Donc on soutient évidemment l'autoconsommation, mais évidemment avec la sécurité électrique, puisque Consuel, c'est le Comité national pour la sécurité des usagers d'électricité. Donc j'ai vu, je ne connais pas, j'avoue Laetitia, nos confrères de chez Consuel Espagne. On a des contacts avec d'autres pays, notamment le Portugal. Donc on essaye de s'enrichir évidemment de ce qui se fait dans d'autres pays. Donc je ne saurais pas juger effectivement du pourquoi effectivement les moins de 36 qui a favorisé cette explosion. En tout cas, nous ce qu'on promeut, c'est qu'on n'ait pas une démarche administrative. On est là pour accompagner la filière et pour avoir des installations qui soient évidemment en sécurité électrique et avant tout pour
la sécurité évidemment des propriétaires, des usagers qui vont pouvoir en bénéficier. Et je n'oublie pas évidemment nos confrères de chez les GRD qui interviennent aussi sur le réseau et qui, de par la protection de découplage qui existe aujourd'hui sur les onduleurs, évidemment, c'est une sécurité en plus pour les intervenants sur le réseau public. Donc aujourd'hui, on voit que avec la conjoncture qu'on vit aujourd'hui sur le prix des matériels et des matériaux, on rencontre malheureusement sur le terrain de plus en plus de matériel qui ne répondent pas à ce simple finalement certificat de conformité. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre quotidien, donc il faut être extrêmement vigilant par rapport, évidemment, on enlève les freins, mais soyons très tous collectivement vigilants face à ces points qui pourraient rencontrer des insécurités. Et un dernier point, si je peux encore me permettre, évidemment sur les installations et stockage, j'insisterai encore plus sur ces types d'installations parce que si vous regardez nos bilans des années précédentes, la seule année où on est passé à 10% contre 2% des installations avec batterie, on a une explosion des non-conformités qui peuvent mettre en péril la sécurité des usagers. Donc voilà, évidemment, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup. Merci pour votre apport au débat. Laetitia, un mot peut-être ? Ça ne fait pas partie des mesures qu'on a repris comme étant prioritaires pour le fait de ne plus avoir de consuel en termes de démarche de fin pour l'installateur. C'est factuel en fait. Parce que c'est une étape aujourd'hui. Néanmoins, je voulais juste confirmer qu'en tout cas, on ne veut pas faire de la massification aux dépens de la sécurité, évidemment. Donc c'est une problématique qu'il faut absolument adresser. Non, mais il faut qu'on puisse massifier. Donc il faut qu'on trouve des manières intelligentes de faire les deux à la fois. Ok, parfait. Alors je fais un coup le distanciel et un coup la salle. Je reviens vers vous tout de suite. Juste un point de vue de Starenco, du bureau d'études Starenco. Alors c'est pour EFI. Si les chantiers s'en vont du juste prix de marché avec un prix du kilowattheure en hausse, il n'y a plus besoin de biberonner les particuliers avec des aides. Je crois que vous êtes particulièrement visé sur cette question. Oui, tout à fait. Alors, juste pour rappel, on n'a plus besoin de biberonner les particuliers avec les aides. Alors, je l'ai rappelé, aujourd'hui, les aides, c'est 10% du devis. On ne biberonne pas les particuliers avec des aides. Je voudrais juste tuer un peu cette idée dans l'œuf. La raison, aujourd'hui, le signal prix, vous l'avez vu, et ça a été énoncé la semaine dernière par la ministre, aujourd'hui, le particulier ne paye pas le signal prix. Il y a des boucliers. Il y a 40 milliards qui est dépensé pour des boucliers tarifaires. Ce serait bien, sans biberonner les particuliers avec des aides pour l'autoconsommation, qu'on répartisse un peu la charge en équilibre entre ce qu'on donne dans des mesures d'urgence pour des boucliers tarifaires et pour aider des mesures plus structurelles. On le fait bien sur la rénovation énergétique. Pourquoi on ne le ferait pas dans l'autoconsommation solaire ? Voilà. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis Roland Fougère, installateur en Bretagne. Je voulais simplement avoir une précision technique. Je voudrais savoir si, dans les prochains textes de loi, il serait prévu de ne plus différencier les types de production en autoconsommation. J'entends par là des panneaux en toiture, des trackers, des panneaux au sol. J'aimerais savoir s'il est possible d'envisager qu'un seul type d'autoconsommation et de traiter tous les systèmes de la même façon. Laetitia Brottier. Clairement, alors c'est pas que de la loi, c'est aussi du réglementaire. Clairement, en tout cas sur le sol, sur les trackers, je connais moins le sujet, mais sur le sol, on a vraiment, ça a été complètement abandonné chez les particuliers. On peut pas en mettre dans son jardin facilement. Donc ça fait partie de nos batailles qu'on ait un alignement des soutiens, ou en tout cas qu'on puisse rendre possible toutes les formes d'autoconsommation, parce que là, on a besoin de répondre à des précarités et de répondre aussi à des besoins de kilowattheures. Donc clairement, tout est bienvenu. Merci. Laetitia, une autre question. Alors, question rapide, réponse rapide, comme ça on en passe plein. Oui, parce bonjour. qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Antoine Farco, ACE Énergie. Je suis installateur, je suis formateur, je suis expert à la cour d'appel. Bon, j'ai beaucoup d'échanges. Ce qui est important dans tout ça, c'est la coordination de tout ça. Parce qu'on a toujours des points de blocage. Aujourd'hui, on va être bloqué. Moi, j'ai une entreprise, j'ai fait 18 kilos d'autoconsommation, et hop, je suis bloqué par la déclaration préalable. Après, je suis bloqué par l'assureur. Donc, c'est bien d'avancer, mais il faut que tout avance. Il faut que tous les intervenants
au développement du photovoltaïque et de l'autoconsommation soient vraiment des acteurs qui vont dans le même sens. Aujourd'hui, on est bloqué en permanence par la liste verte, par les dommages ouvrages, pour des projets où on passe un temps, moi je refais les études 3, 4, 5 fois pour enfin arriver à convaincre tel ou tel intervenant dans l'ensemble du processus d'autoconsommation. Et ça, il faut vraiment que tout le monde en ait conscience. Je crois que c'est plus une constatation qu'une question. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Je voudrais juste dire que c'est pour ça qu'on pense qu'il faut vraiment un plan d'ensemble et pas une petite mesure ou une autre mesure qui ne serait pas en fait coordonnée. Donc c'est vrai qu'on rejoint ce besoin de coordination. Merci, monsieur, pour votre intervention. Une autre intervention peut-être dans la salle ? Oui, Michel, rapidement, parce que la pause nous attend. Oui, bonjour. Je voulais demander à madame qui représentait Repower si vous pouviez nous donner un peu plus de détails sur ce qui était prévu sur les toitures. C'est bon, oui. La régie s'en occupe. Très bien. Sur Repower, je pense que il y a des obligations de couverture des bâtiments de plus de 250 mètres carrés avec un échéancier qui s'étale de 2026 à 2029. On va commencer par les bâtiments neufs, tertiaires et industriels. Après, ce sera l'ensemble des bâtiments tertiaires et industriels et publics en 2027. Et effectivement, c'est 2029 pour tous les bâtiments résidentiels, neufs ou existants. Donc ça, c'est aussi en négociation au niveau des États membres et du Parlement. Donc les trilogues devraient peut-être... on veut vraiment aller vite, et vous avez vu que quand on veut aller vite, on y arrive. Les États membres sont extrêmement conscients de l'urgence, avec des trilogues qui pourraient avoir lieu en octobre-novembre. Donc on verra ce que ça donne. Et la première question qui m'avait été posée, c'était bien sur cette initiative et pas que sur la rénovation énergétique. A priori, d'après ce que j'ai entendu des collègues qui négocient à la DG Énergie, il n'y a pas eu de levée de bouclier de la part des autorités françaises sur ce qui est proposé, sachant qu'il y a toujours des exceptions possibles sur des bâtiments historiques. Donc, les exceptions, les dérogations à la règle existent et on reste flexible a priori. Merci beaucoup. Et juste un dernier point sur le CIDEV. Quid de la collecte des taxes sur les échanges d'énergie en autoconsommation collective ? Je n'ai pas les éléments de réponse. Vous n'avez pas les éléments de réponse. Merci à vous tous. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était vraiment passionnant. Une petite pause d'une vingtaine de minutes et puis on revient pour la table ronde suivante, les marchés de l'autoconsommation PV en France dans un contexte de crise énergétique. Merci beaucoup, à tout à l'heure.